Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport de 150 pages très dense en informations mériterait un débat de fond de plusieurs heures pour à la fois honorer le travail qui a été fait par les services et votre capacité aussi à faire rentrer toutes les actions du département dans les objectifs de développement durable. Et c'est le reproche que je ferai. Vous avez identifié 4 enjeux majeurs engageant la responsabilité du département, le bien-être de ses habitants, la jeunesse, le climat et la biodiversité, l'attractivité de notre territoire. Et vous y avez inséré toutes vos actions compatibles avec le développement durable. On peut louer les efforts du département depuis 2 ans, car la situation commence à s'améliorer. Cependant, malgré le changement de cap, certains indicateurs restent faibles et comme c'est un rapport de situation, il faut quand même le souligner. Et je rappelle qu'en réalité, il y a 3 piliers dans le développement durable: l'environnement, le social et l'économie. Le plus important, c'est l'environnement, car on vit dedans avec d'autres êtres vivants. L'enjeu majeur est de ne pas rendre cet environnement invivable. Donc la priorité, c'est d'éliminer toute pollution de l'air, de l'eau, des sols, mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique et de faire revenir la biodiversité. Est-ce que l'air est pollué? Oui, ça s'améliore, mais la pollution de l'air tue toujours autant d'habitants. Est-ce que l'eau de la Seine est polluée? Oui, même si de gros efforts ont été amorcés. Est-ce que les sols sont pollués? Probablement, mais on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que le réchauffement climatique a cessé? Non, il accélère. Et on passe même à plus de degrés dans le département, alors qu'il est de plus 1,1 degré au niveau mondial. Est-ce que la biodiversité s'améliore? Cela dépendra de tous les précédents indicateurs. Mais le département, malgré la qualité de gestion de ces espaces naturels sensibles, avec une telle urbanisation, ne laisse pas beaucoup de place à la création de nouveaux écosystèmes. Le second pilier du développement durable est le social. Le département y a de nombreuses obligations. Les enjeux prioritaires de cette composante sont l'éducation, la paix, la lutte contre la pauvreté, l'égalité et la justice sociale. Beaucoup d'indicateurs montrent un fort investissement du département depuis 2 ans, mais certaines discriminations et inégalités persistent malheureusement. Je pense, comme mon collègue, au logement social de certaines communes. Enfin, dernier pilier du développement durable, l'économie. L'économie a été longtemps la grande priorité du département des Hauts-de-Seine, détenue par la droite depuis peut-être toujours. En faisant une priorité de l'économie, le département est devenu riche, mais au détriment des 2 autres piliers, et il convient maintenant de compenser. Et c'est ce qu'essaye de faire cette Assemblée depuis 2021, il me semble. Si on voulait rééquilibrer les 3 piliers, il conviendrait de se détacher peu à peu d'une économie libérale qui enrichit les plus riches aux dépens des travailleurs et aux dépens des ressources, de plus en plus affaiblies. L'enjeu serait de développer une vraie politique d'économie circulaire, s'inspirant du vivant avec une monnaie départementale. Changer de modèle économique est un défi auquel le département doit aussi réfléchir et qui n'a rien de saugrenu. N'oubliez pas que les écologistes ont souvent eu raison avant tout le monde. Je savais que ça les ferait sourire. Voilà ce que j'aurais aimé être un débat de fond avec une concertation avec les élus. Et je ne dis pas ça pour critiquer, car vous avez, on le voit dans ce rapport, le souci du bien-être de tous les alto-séguanais. Mais vous faites la même erreur que certains qui veulent poursuivre une agriculture intensive tout en respectant les normes environnementales toujours plus grandes. Vous allez vous retrouver face à des paradoxes et des équations insolubles. Il en est de même pour notre économie actuelle. Même en la verdissant, en lui ajoutant des normes de toutes sortes, vous allez finir par être confronté à des contradictions insolubles qui vont vous conduire peut-être au renoncement, comme le gouvernement face aux pesticides. Pour illustrer mon propos, je vais reprendre quelques points du rapport sur la situation en matière de développement durable. Le paragraphe sur la lutte contre les nuisances environnementales urbaines souligne que l'air est toujours pollué, ce qui réduit l'espérance de vie de ses habitants. Votre solution est de mieux partager les routes avec d'autres formes de mobilité, et c'est une grande reconnaissance pour les cyclistes, notamment avec le plan vélo. Mais il faut aller plus vite et être plus incitatif si on veut réduire les nuisances environnementales. Malgré le partage des voies, les voitures occupent toujours 80% de la largeur des routes, soit pour se garer, soit pour rouler. Or, ces voitures sont soit vides,
quand elles sont garées, soient occupées par une seule personne. C'est une anomalie. La logique voudrait que pour favoriser l'utilisation des transports en commun, ceux-ci tendent vers la gratuité. Mais tout l'argent public que le département dépense pour les trams, pour les intermobilités, semble absorbé par la région, dirigée pourtant par vos amis, qui ont augmenté significativement le prix du pass Navigo. C'est le genre de paradoxe auquel notre économie doit mettre un terme. Autre anomalie, vous voulez agir sur la pollution et le bien-être de tous, mais vous vous privez d'un levier essentiel comme la restauration scolaire, dont vous avez cédé la gestion à 2 entreprises cotées en bourse, la Sodexo et Elior. Résultat, même en priorisant la qualité des aliments pour le cahier des charges, ce n'est pas une réussite, car beaucoup d'associations de parents d'élèves montrent encore une insatisfaction sur la quantité, sur la qualité, la gestion du personnel. Et ce n'est pas une surprise, leurs cuisiniers sont souvent des gestionnaires sur lesquels la pression est mise pour générer des bénéfices et non pour rendre un service ou pour une capacité à donner du goût. Vous avez, pour avoir une cuisine de qualité, il faut miser plutôt sur l'humain. Il existe de très bons cuisiniers, y compris à la Sodexo. C'est eux qu'il faut mettre dans le cahier des charges, pas des pourcentages ni des grammages inadaptés que l'on peut contourner. Le département a fait le choix de la qualité et y a investi beaucoup d'argent public, mais les enfants n'ont pas vu la différence. La loi Egalim est prise en compte par le délégataire, mais le département n'a pas les moyens de voir si elle est réellement respectée. Le taux de produits bio dépasse à peine les 20%, alors que l'agriculture biologique de saison est la seule qui garantit une production sans engrais azotés producteurs de protoxyde d'azote 256 fois plus nocif que le CO2 comme gaz à effet de serre. C'est la seule qui garantit des aliments sans résidus de pesticides cancérigènes ou diminuant la fertilité et anéantissant la biodiversité. En 40 ans, 80% de la masse des insectes a disparu, les insectes volants, et 60% des oiseaux des champs se sont éteints. On a beaucoup parlé des agriculteurs ces derniers jours, et nos collectivités doivent aider ceux qui respectent le sol et la biodiversité en garantissant l'achat de leur production bio. Si on veut miser sur l'autonomie alimentaire de notre département, il faut commencer par la cantine des collèges et redevenir souverain dans ce qui est servi à nos enfants. De plus, dans la moitié de ces collèges, les déchets alimentaires sont collectés pour être méthanisés. Vous allez me dire, c'est une solution durable, mais là aussi c'est une erreur stratégique. Les déchets ont de la valeur, surtout à l'heure où on incite les citoyens à apprendre à composter. On doit laisser les collégiens composter leurs déchets, leur apprendre l'économie circulaire et rendre au sol ce qu'on lui a pris. Il faut 100 à 1000 ans pour faire 1 cm de sol. Bientôt, il n'y aura plus assez de sol pour former et pour faire pousser la végétation. D'ailleurs, dans ce rapport, il n'y a rien sur la pollution des sols. On parle de nouveaux potagers dans certains collèges, mais combien de collèges ont un sol tellement pollué que l'on a renoncé, en végétalisant, à y faire des arbres fruitiers ? Le rapport de situation ne le dit pas. De même, on ne peut plus manger des œufs provenant des poulaillers d'Île-de-France à cause, entre autres, de la présence de dioxines. Ça ne choque personne, mais on est en train de rendre notre environnement invivable pour notre autonomie alimentaire et pour nos oiseaux. D'où vient cette pollution ? On ne sait pas vraiment, mais très probablement des incinérateurs utilisés pour, entre guillemets, valoriser nos déchets alimentaires et les transformer en énergie utilisable. Le développement durable est là pour nous montrer que l'on ne peut pas cloisonner nos actions. Peut-être que le département pourrait créer une nouvelle SEML pour aider toutes les collectivités à faciliter le compostage, ce que ne fait pas visiblement ou que ne fait plus le SICTOM dont c'était la mission. Puisque l'on parle des collèges, parlons éducation au développement durable. Le 92 est investi depuis de nombreuses années dans le programme Éco-Collège. Je connais bien ces équipes et je les félicite pour leur travail, alors que leur budget est minime. Maintenant qu'il existe enfin dans chaque collège des éco-délégués et un référent développement durable, soyons ambitieux. Profitons du réseau qu'ils ont tissé pas à pas pour établir un partenariat expérimental entre l'éducation nationale et le 92. L'éducation nationale dégagerait 2 heures par semaine dans l'emploi du temps de ses référents et le département lui donnerait un budget pour mener à bien ou expérimenter des actions concrètes avec les éco-délégués élus dans chaque classe de chaque collège
pour améliorer le cadre de vie et former la jeunesse à construire un monde plus sobre en développant une créativité de transition écologique. L'éducation est un enjeu majeur du développement durable qui demande une liberté pédagogique que ce genre d'expérimentation pourrait favoriser. Concernant la transition énergétique et la décarbonation, la seule question qui devrait nous frapper, c'est pourquoi se fixer seulement 2050 pour atteindre la neutralité carbone et pas 2030. Vous faites un agenda 2030, mais au bout de cet agenda, il devrait normalement y avoir l'objectif de neutralité carbone. Le temps de résidence d'une molécule de CO2 dans l'atmosphère, c'est 100 ans. Donc tout ce qu'on émet maintenant va rester 100 ans. Une scientifique du GIEC disait récemment que la possibilité pour les enfants nés en 2020 de vivre aussi longtemps que ceux nés dans les années 80 est quasi nulle dans un monde à 4 degrés en 2090. Je rappelle que l'année 2023 a été la plus chaude depuis 150 ans. Si vous croyez vraiment à l'urgence climatique et à ce dérèglement qui nous fonce dessus comme une météorite dont la vitesse accélère, il faudrait mettre en œuvre tout ce qui est humainement possible pour changer de mode de consommation en créant des structures d'économie circulaire à l'échelle départementale, voire interdépartementale, en faisant preuve d'une sobriété de bien-être, en faisant de chaque déchet une ressource. Une politique de transport bas carbone, encore plus volontariste, et de végétalisation massive, verticale, horizontale, meilleur allié contre la pollution et pour absorber le carbone. Le programme des îlots verts dans les collèges, l'accompagnement par l'ADEME de la trajectoire d'adaptation au réchauffement climatique, la SEML, Société d'économie mixte locale sur les énergies renouvelables, sont des stratégies vraiment audacieuses et courageuses que j'ai saluées et que je salue encore. On attend maintenant une SEML de la biodiversité et une SEML de l'économie circulaire. Concernant l'agenda 2030, tout d'abord, je tiens à féliciter effectivement le service études, paysages, patrimoine et environnement et toutes les équipes qui ont travaillé sur ce rapport avec sincérité et professionnalisme. Ce rapport est une projection de ce que pourrait être le département 2030 s'il respecte tous ses objectifs de développement durable. Et il y a vraiment un travail indéniable de fiction réaliste qui a été entrepris. Le rapport navigue parfois entre fiction, d'anticipation et réalité, mais entre l'utopie et la concrétisation, il n'y a qu'un pas, celui de la volonté politique. Le fait que les départements décident d'inscrire noir sur blanc ces missions pour atteindre les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030, comme aurait dû le faire chaque établissement public dès 2015, est une véritable avancée. Cependant, il y a des regrets et des contradictions que j'ai relevés. Premier regret, tous les objectifs 2030 que vous avez énumérés ne sont ni chiffrés en coûts ni contraignants. Ce n'est pas encore un vrai programme avec un calendrier, mais vous l'avez dit. Le manque de contraintes dans cet agenda, je le vois aussi dans la forme. Le choix des verbes, par exemple, pour la commande publique, je lis « obtenir que moins de 2% des dépenses budgétaires annuelles ait un impact défavorable au sens du budget vert sur les composantes de développement durable ». Pourquoi obtenir et non pas garantir? Pareil, je lis systématiser la prise en compte de l'impact environnemental des achats à l'ensemble des marchés passés par le département, systématiser la prise en compte de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le choix des mots systématiser la prise en compte, c'est juridiquement très prudent. Pourtant, la commande publique apparaît comme le premier levier pour développer une économie vertueuse. Vous avez su le faire avec la réalisation du stade Yves du Manoir. C'est cet exemple qu'il faut systémiser. Second regret, vous avez fait le choix, dans certaines pages, d'imaginer le quotidien des habitants en 2030, ce qui a dû demander un véritable effort de scénarisation aux auteurs du rapport, mais parfois on ne sait plus distinguer la fiction de la réalité future. Quand je lis qu'en 2030, le repas bas carbone est devenu la norme à la cantine, je m'interroge. En début de mandat, je vous ai suggéré une proposition raisonnable, celle de proposer 1 jour par semaine sans viande ni poisson pour diminuer l'empreinte carbone, tout en formant les plus jeunes à développer une appétence pour des repas différents. Mais vous avez répondu que vous étiez pour la liberté, de leur laisser le choix. Le Haut Conseil pour le climat vient de publier son rapport sur l'agriculture et l'alimentation des Français. La moitié de l'empreinte carbone liée à l'agriculture et à l'alimentation est le résultat de la consommation de viande. Servir des menus bas carbone, c'est donc diminuer la part de viande servie. Se projeter en 2030, c'est aussi éduquer à atténuer son empreinte carbone pour éviter un été à 50 degrés dans les Hauts-de-Seine. Autre réalité alternative quand je lis
dans les objectifs, offrir à 100% des enfants, adolescents et jeunes adultes de moins de 21 ans admis à l'aide sociale à l'enfance un accompagnement dans un dispositif d'hébergement. Qu'en sera-t-il des jeunes majeurs étrangers accueillis par l'ASE? Allez-vous appliquer la récente loi d'immigration et qui va mettre à la rue des lycéens ou des apprentis qui, sous prétexte qu'ils sont étrangers le jour de leurs 18 ans, vous allez les mettre à la rue? Ou est-ce que vous allez respecter l'agenda 2030? Quand je lis objectif créer des lieux calmes au sein des parcs départementaux, en définissant des zones et des horaires sans bruit, allez-vous tenir tête à l'aéroport du Bourget, dont les jets privés survolent sans vergogne notre département, créant des nuisances sonores, de la pollution de l'air, tout en émettant 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un avion de grande ligne. Troisième regret, je vais finir avec ça, certains objectifs sont parfois en opposition avec le développement durable. Par exemple, mettre à disposition des collèges et des outils de dernière génération, des ordinateurs portables, de réalité virtuelle, des équipements. Quand on connaît les dégâts causés par l'extraction des matériaux électroniques sur les ressources et l'environnement, ainsi que la surexposition des enfants aux écrans, on est devant une injonction contradictoire. La high-tech des casques dématérialisés n'est pas un objectif de développement durable. L'éducation au low-tech, c'est-à-dire apprendre aux enfants la sobriété énergétique, leur apprendre à développer des technologies accessibles ou à faire durer le matériel informatique aurait plus de sens. Pourtant, le budget investissement dans les technologies du numérique est 10 fois plus important que celui investi dans l'environnement. Mais je le sais, pour l'avoir expérimenté moi aussi, pour avancer, il faut accepter les paradoxes et il faut avouer que la plupart des décisions vont dans le bon sens. Pour la reconnexion à la nature, le programme est ambitieux et franchement intéressant. Il faut absolument qu'il cible celles et ceux qui ne peuvent pas fuir la chaleur en été, à savoir les plus précaires. Les quartiers populaires doivent devenir la géographie prioritaire de l'adaptation au changement climatique, car ils sont les plus bétonnés, les plus denses, les moins isolés et les plus éloignés des espaces verts. L'objectif de rendre notre territoire attractif et accueillant de grands événements sportifs à forte exposition nationale et internationale ou d'immenses festivals de musique ne peut être durable que si ces derniers sont sobres. Malheureusement, tous ces événements sont souvent associés à une empreinte carbone et de pollution inacceptable aujourd'hui. Vous avez mis en avant la sobriété du festival Chorus, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Démarquons-nous pour attirer non pas des spectacles de monster trucks, mais des manifestations sportives et culturelles exemplaires de sobriété pour nos jeunes spectateurs, futurs artistes en herbe, en cohérence avec cet agenda. Faire de notre département un spot majeur de tourisme durable grâce à ces parcs doit être effectivement un objectif. Si on veut être attractif, le 92 doit devenir un poumon vert pour les Franciliens avec une Seine accessible et propre et de nombreuses zones de biodiversité préservées et sans pollution lumineuse. Il n'y a pas seulement 1,6 million d'habitants dans les Hauts-de-Seine, comme je l'ai lu dans ce rapport. Nos oiseaux, nos insectes, nos arbres sont aussi des habitants du département. Certes, ils ne votent pas, mais ils comptent et nous devons apprendre à partager notre territoire. Et si nous parvenons à être assez attractifs pour que le 92 devienne un refuge pour toutes les autres espèces de la biodiversité, alors cela voudra dire qu'en termes de pollution de l'eau, de l'air, du sol, de pollution sonore et lumineuse, en termes de végétalisation et d'îlots de fraîcheur, nous aurons atteint nos objectifs de l'agenda 2030. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benarrafa.